Bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché Daily FX. Nicolas Lavallée au micro et je vais vous faire un point marché, donc principalement Forex et on regardera aussi évidemment les indices. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, vous êtes nombreux à me suivre. Donc on aura l'occasion de regarder un petit peu les articles que j'ai publiés cette semaine. Donc je relais un petit peu vos commentaires. Donc bonjour aux fidèles auditeurs, donc Enwoon, Fifi, Yves, bonjour Yves. Vous êtes très nombreux, donc écoutez, bah, merci de vous joindre euh, fidèlement à ce rendez-vous mercredi, donc chaque mercredi 16h, Daily FX. Euh, je vous rappelle donc en bonsoir visiteur qui nous vient de la Réunion et qui assiste donc très fidèlement et merci à toi donc à ce point marché régulier. Alors, bonjour Crapulus également, bonjour Dude, voilà, je vais arrêter, je vais attaquer, vous êtes sympa, merci. Je dois rappeler en début de webinaire évidemment les risques relatifs au marché d'échange et CFD. Vous savez que c'est un marché qui vous permet donc d'investir avec une taille de portefeuille relativement petite donc ces différents actifs. D'ailleurs, FXCM donne la possibilité vraiment de pouvoir trader avec un portefeuille vraiment très petit. Donc c'est une chance. Il faut aussi se dire que c'est un marché qui certes vous permet d'investir avec un portefeuille relativement petit, même très petit, donc vous permet quand même de trader en conditions réelles, donc avoir l'adrénaline du réel avec des montants très faibles, mais euh, permet également donc l'utilisation des leviers, et les leviers c'est une arme à double tranchant. Il est clair que si vous deviez acheter de l'euro USD aujourd'hui sans levier, il faudrait vraiment des montants très importants pour que en variation cela puisse amener des profits décents. Euh, il se trouve que l'effet de levier nous permet donc d'investir au final des montants beaucoup plus importants euh, par cet effet de levier, mais l'effet de retour, c'est que cela peut engager aussi, cela peut générer des pertes plus importantes. Donc ce marché et merci FXM nous permet d'être tradé grâce à à notre broker, mais voilà, c'est un marché quand même qui nécessite une certaine compétence. Et donc c'est la raison même hein, de dailyfx.fr donc, et des analystes que nous sommes, c'est de vous éclairer justement sur ce que nous on peut voir du marché hein, d'un point de vue analyse, vous alerter évidemment sur les risques, hein, ça fait partie de notre travail, et surtout voilà vous vraiment renforcer le message qui est que trader qu'à partir du moment où vous avez une expérience confirmée, que vous avez pu tester vos stratégies, vos méthodes, en démonstration. Ce qui est génial avec FXM, c'est que vous pouvez avoir un compte démo illimité à partir du moment où vous restez actif donc sur ce compte. C'est une énorme opportunité hein, vraiment que nous offre FXM pour justement tester vos stratégies, vos tactiques de trading. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous y allez en réel en fonction de vos moyens parce que je ne saurais le répéter suffisamment, mais ne tradez pas avec de l'argent que vous avez besoin. Voyez surtout au départ vraiment le trading comme un hobby. Donc là c'est l'instructeur de trading hein, qui vous parle. Euh, Voyez-le comme un hobby, comme une passion que vous avez envie de développer avec un objectif évidemment de la rendre lucrative, hein, c'est bien le but du jeu, mais au début ce sera quand même pas forcément évident. Et donc voyez-le comme une passion, comme vous auriez un budget finalement pour ça, le temps de votre formation. Si vous débutez en contre réel, vaut mieux le prendre comme ça,
en étant rigoureux, discipliné évidemment, en essayant de se donner des objectifs de gain, nous sommes d'accord, mais en traitant de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc voyez-le un petit peu comme une forme de budget, et puis il arrivera un moment donné, je l'espère rapidement pour vous, où vous commencerez, je l'espère, à dégager des bénéfices sur vos stratégies, et à ce moment-là, eh bien, tout ira pour le mieux. Mais c'est de notre devoir de vous rappeler que ce marché n'est pas sans risque, et que vous devez y aller en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. Voilà. Donc nous, notre job n'est pas de vous conseiller, on n'est pas des conseillers en investissement, nous sommes des analystes avant tout. Donc on vous donne notre vision du marché, nos biais analytiques, euh, et c'est vraiment de votre responsabilité que de prendre des décisions de trading, même si nous, parfois, on peut avoir des idées assez tranchées, ça reste des idées qui n'engagent que nous et qui ne sont données vraiment qu'à titre d'information. Et c'est la raison pour laquelle FXM vraiment se dégage de toute responsabilité par rapport à ça. C'est vraiment important de le rappeler en chaque début de session. Voilà. Alors, question de la part de Nwoon, et puis après je vais attaquer. Donc je vais. Est-ce que mon compte de trading est chez FXM? Donc question de la part de visiteurs. En partie, en fait. En partie. Commentaire de la part de Tony. Donc bonjour Dulux, bonjour Tony. Je vais essayer de parler un peu plus fort, donc reçu 5 sur 5. Nwoon, est-ce que mon Fibonacci, en fait, les niveaux Fibonacci que j'utilise sont ceux qui sont donnés par défaut par la plateforme? La réponse est oui. En fait, je vois pas trop quel serait l'intérêt de changer en fait les niveaux Fibonacci. Si, on peut. Non, non, non. Non, ça y est, je viens de comprendre ta question. Alors, en fait, j'ajoute des niveaux supplémentaires. J'ajoute le niveau 2.0 et le niveau 3.0. Simplement pourquoi? Parce que même si ce ne sont pas des niveaux forcément Fibonacci purs, hein, puisqu'on a les niveaux Fibo, c'est 0,618, c'est 0,762, c'est 1, 1,272, 1,618. En fait, le niveau des 2.0 est un niveau d'objectif théorique pour les double bottom ou les double top. Et du coup, je l'ajoute puisque ça me permet par anticipation de regarder quels sont les objectifs de prix pour ce genre de structure. D'accord. D'ailleurs, sur l'article que j'ai rédigé, donc pas plus tard qu'hier, sur le SP500, je mets justement en valeur un double bottom dont l'objectif à la haut a été atteint en journalier par le marché et qui a donc expliqué bien le retracement, donc la baisse du SP500 ces derniers jours. D'accord. Quand le marché sur une structure en double bottom atteint le niveau des 2.0, vous avez toujours un retracement. Mais alors vraiment toujours. Donc c'est un niveau qui est important et que je précise donc sur mes graphes. Voilà. Donc voilà, je viens de vous prévenir des risques. Je voudrais attaquer donc cette semaine par le Forex. Donc il y a eu le NFP, hein, il y a eu des statistiques assez importantes, hein, il y a eu le discours de Yellen, un discours qui ne va pas dans le sens en fait d'un renforcement du dollar, hein. On sait que sur le plan fondamental, les taux US sont amenés en fait à s'apprécier. Donc les taux directeurs, donc ça va clairement dans le sens d'une appréciation du dollar, mais c'est quand même quelque chose qui a été largement anticipé par le marché, hein, puisque le dollar s'est apprécié tout 2015 largement, et donc ça voulait dire que le marché anticipait une hausse des taux directeurs, et donc se positionnait, finalement le marché se positionner donc dans le sens de l'appréciation du dollar. Ça y est, les taux maintenant sont arrivés, le calendrier est arrivé, et toute nouvelle qui viendrait perturber ce calendrier serait donc de nature à impacter le cours du dollar. Donc si par exemple le calendrier devait être accéléré, c'est-à-dire que finalement l'économie américaine se porte beaucoup mieux et finalement rebondit beaucoup plus vite que prévu, et bien à ce moment-là,
nos amis de la Fed seraient peut-être tentés d'accélérer le calendrier. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Et qui dit accélération du calendrier, eh bien dit une hausse des taux à allure rapprochée. Et donc, clairement, l'impact sur le dollar serait évidemment très fort et irait dans le sens de l'appréciation de cette monnaie. Si au contraire, le calendrier devait être ralenti, c'est-à-dire une hausse des taux nivelée dans le temps, mais finalement sur un temps plus large, eh bien, c'est pas ce qu'avait anticipé le marché, tout simplement, et donc un retracement du dollar. Voilà, donc c'est ce qu'on assiste actuellement. C'est-à-dire que le marché avait anticipé donc cette hausse des taux, qui est un changement dans la politique monétaire américaine, une normalisation, on va dire, de la politique monétaire américaine. Ça a eu pour effet donc d'apprécier nettement le dollar par anticipation, et maintenant le marché s'attendait à un type de calendrier donné, et toute nouvelle qui irait perturber ce calendrier générait donc des changements de direction sur le dollar. Soit en appréciation, en dépréciation, en fonction donc du rapprochement des dates ou pas, quoi. Évidemment, pour le moment, on est plutôt, ça reste des rumeurs, évidemment, il faut savoir lire un peu entre les lignes, mais bon, ça reste toujours des suppositions, mais c'est pour ça que les discours de Yellen sont vraiment décryptés par les analystes, par les économistes, parce que toute indication qui permettrait de penser que, vous voyez, eh bien, donnerait du grain en fait à ceux qui iraient dans le sens d'une dépréciation ou réciproquement d'une appréciation. Voilà. Je ferme cette parenthèse sur le fondamental. Je n'en parle qu'assez rarement, comme bon, vous voyez que je suis ça de près, un petit peu comme tout le monde, mais je ne m'en sers pas pour mes analyses. Je préfère laisser les commentaires relatifs au fondamental par des gens qui ont été formés pour ça et qui ont beaucoup plus d'expérience. Moi, je préfère m'attacher au graphe. Je pars du principe qu'une nouvelle économique est toujours le but du marché, c'est d'anticiper les nouvelles, c'est d'anticiper finalement le fondamental, d'accord, enfin, du moins c'est de se projeter dans le fondamental en se disant voilà en termes de probabilité ce qui risque d'arriver, et donc le marché va aller en ce sens avant que les nouvelles arrivent, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information se trouve en grande partie dans les graphes. D'accord. Donc après, il peut y avoir des surprises, évidemment. Mais l'information, on va dire, se trouve dans les graphes, puisque le marché essaye d'anticiper donc les nouvelles économiques. Donc c'est à nous de repérer sur ces graphes finalement ce que recherche le marché. D'accord. Et c'est pour ça que moi, dans mon approche analytique, souvent j'émets des propositions, des idées en fait, donc un plan conditionnel. Et ça c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas souvent en fait. Mais c'est mon approche, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais repérer par le biais donc de mes canaux, de mes niveaux, des zones donc temps prix qui seraient vraiment intéressantes si le marché venait les rechercher donc précisément, d'accord, en suivant une trajectoire donnée. Donc ce sont souvent donc des analyses conditionnelles. Si le marché suit cette trajectoire et vient ici dans ce timing, alors la décision devient tout à fait claire. Okay. Simplement parce que dans cette zone-là du graphe, nous aurons tellement de support ou tellement de résistance que le seul plan valable et qui nous apporte du reward serait d'acheter et réciproquement vendre. D'accord. Donc c'est une façon donc d'interpréter finalement le marché et de procéder également par anticipation. D'accord. Alors, je vous propose donc d'attaquer ce point marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, je continuerai de les lire et d'y répondre. Commentaire de la part de Fifi, est-ce que je suis toujours actif sur les stratégies basées sur les mouvements d'impulsion ou est-ce que j'ai arrêté? Alors je vais répondre très rapidement à ça. En fait, il y a une époque où effectivement j'ai investigué de très très près ce que j'appelle donc les mouvements d'impulsion basés sur l'écartement des bandes de Bollinger.
Donc ce sont des stratégies qui sont assez connues, hein, à dire vrai, qui, qui expliquent, hein, les différentes phases relatives aux bandes de Bollinger. Un jour, je vous ferai un petit topo là-dessus, euh, qui explique qu'en fait, il y a 4 phases sur les bandes de Bollinger, les phases de contraction, qui nous disent que le marché est en train finalement de perdre en volatilité, et donc finalement c'est une prise d'énergie par le marché. Si cette phase de contraction est longue, ça veut dire qu'on peut s'attendre en sortie à un mouvement explosif. Plus la phase de contraction est longue, c'est ce qu'on appelle en fait une accumulation ou une distribution. Ça veut dire qu'un des camps est en train de s'assécher, et quand le camp qui s'est asséché aura finalement lâché ses dernières cartouches dans l'affaire, eh bien il n'y aura plus qu'un camp pour agir, et donc le marché ira tout à fait directionnellement parlant vers ce camp, et avec un mouvement qui sera assez net puisque tout le monde maintenant est d'accord, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat puisque un camp s'est fait battre. Et donc le marché part de façon à ce moment-là très impulsionnelle, très directionnelle, très violente. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez repérer d'ailleurs sur les marchés. C'est ce qu'on appelle le rectangle trading. C'est-à-dire que les marchés sont en train de former un range, et plus ce range est long, et bien plus on peut s'attendre derrière à un mouvement directionnel puissant. D'accord? Et donc c'était l'idée de trader ça avec les bandes de Bollinger, c'était justement d'attendre que une bande se contracte au maximum, et dès qu'elle montre un signe d'écartement, et bien donc cassure du range, on se positionne dans le sens de la cassure, on a un stop qui est clair puisque placé sous le bas du range, et puis on y va. Alors évidemment les choses ne sont pas aussi simples, parce que si c'était le cas, tout le monde traderait de la sorte et ce serait facile. Évidemment, ce n'est pas sans signaux, sans faux signaux, ce qu'on appelle des fakes, et donc des bandes qui finalement vont s'écarter d'un côté, c'est-à-dire que le cours finalement va casser le range par le bas, puis fonce comme une bombe de l'autre côté, et vous ayant par la même occasion stoppé, et puis après vous laissant en plan, puisque c'est très difficile de prendre un mouvement une fois qu'il est parti à toute allure. D'accord? Donc ces mouvements d'impulsion sont intéressants, il y en a qui tradent, hein, comme ça, mais il faut les coupler, c'est vraiment ce que je disais dans mes supports, hein, quand je parlais de ces mouvements d'impulsion, il faut les coupler avec une recherche, et c'est ce qui rend finalement l'exercice pas évident, surtout pour les débutants, c'est qu'il faut coupler ce travail avec des niveaux de support chartiste clairs et évidents, ou des niveaux Fibonacci. Et ce que va souvent faire le marché, c'est qu'il va aller rechercher le niveau. Donc on peut avoir des spikes sur le niveau de support. Donc il peut par exemple pénétrer le bas du range, tout simplement casser le range par le bas, aller chercher le support, et après partir dans l'autre sens. Donc quand vous avez une chose comme ça, c'est ce qu'on appelle en fait un fake, c'est-à-dire fausse cassure par le bas, et puis extraction des cours par le haut du range. Vous pouvez être certain que derrière ça va être très directionnel. Enfin, parce que finalement le marché aura été chercher son support, et le support a réagi, il y a eu des acheteurs qui se sont manifestés, et maintenant on casse finalement une résistance, le haut du range, dans la foulée. Donc ça, ce sont en général des signaux qui sont quand même assez intéressants à trader, puisqu'ils nous donnent des stops assez évidents, un point d'entrée qui est clôture au-dessus du range, et puis après, en termes d'objectif, là c'est l'objectif qui découle de votre analyse. Alors, question de la part de Scorpion, est-ce que je confirme mon graphique par les volumes ou par le RSI? Alors, ça m'arrive effectivement de le faire quand j'ai un doute, principalement sur mon décompte. Alors, le RSI va me servir, alors je ne m'attache pas sur le RSI à regarder les zones de surachat ou survente. C'est pas que ça m'intéresse pas, hein, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a des analystes, hein, qui utilisent ce genre d'information. C'est une information, d'accord, mais que moi je n'exploite pas. Par contre, moi ce que j'exploite sur les oscillateurs, donc le RSI, le CCI pour 100 Williams, stochastique, hein, vous en avez toute une collection, hein, ils ont tous une formule différente, mais l'esprit est le même. L'esprit est qu'en fait les oscillateurs sont intéressants dans des situations souvent alors quand on trade les zones de surachat, etc., c'est intéressant quand on fait du trading range par exemple,
puisqu'un oscillateur va montrer les creux et les tops. Euh, En fait, les creux et les tops sur les oscillateurs correspondent à des creux et des tops sur les cours. Donc dans une formation de trading range, les oscillateurs sont intéressants pour confirmer, par exemple, que le marché atteint un top et est en train de se retourner. D'accord. Vous avez des stratégies du genre comme ça sur le RSI quand vous étiez en surachat et puis que les cours passent en dessous du seuil des 70. En étant en haute borne, bon, bah, vous avez un momentum baissier qui s'enclenche, vous pouvez viser le bas du range. Bon, moi je ne suis pas du tout dans ce type de stratégie, de tactique, hein, je ne suis pas du tout un expert, mais je vous explique un petit peu l'utilité d'un oscillateur dans ce genre de trading. Si vous ajoutez ça avec des bandes de Bollinger, vous êtes en haut d'une bande de Bollinger, vous pouvez viser un retour vers la ligne médiane. Vous voyez, puis bon, il y a pas mal de petites choses comme ça à faire. Moi, je n'utilise pas les indicateurs techniques de cette façon-là. J'utilise le RSI principalement pour ses propriétés relatives aux divergences. Donc, alors, pour Fifi, est-ce que j'ai arrêté les impulsions? Bah oui, puisqu'aujourd'hui, je traite quelque chose de plus efficace, puisque je trade sur la base donc des canaux de régression qui me donnent des informations beaucoup plus fines et donc les différents niveaux et des comptes héliotistes. Donc aujourd'hui, j'ai un système qui n'utilise plus les indicateurs parce que je préfère finalement. En fait, ce sont quand même des indicateurs, hein, les canaux de régression, ça reste une indication finalement technique, hein, les niveaux Fibonacci aussi, hein, mais ce sont des indicateurs que je considère comme avancés dans le sens où ils nous donnent des indications sur le futur. Le RSI, etc., est une description finalement à un instant T d'éléments qui étaient dans le passé, d'accord. Et le RSI ne se trace pas dans le futur, d'accord. Les bandes de Bollinger ne se tracent pas dans le futur. Les canaux de régression se projettent dans le futur. Les niveaux Fibonacci, quand sur mes expansions, ce sont des projections dans le futur de niveaux d'objectifs, d'accord. Donc, ce sont des éléments entre guillemets prédictifs et qui correspondent mieux à ma façon de voir et de concevoir le marché en termes d'analyse, d'accord. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, ce que je propose, ce sont des plans de trading, c'est-à-dire une planification. Une planification, dans la planification, il y a la notion de temporalité. Donc, mon plan, c'est si le marché suit cette trajectoire et arrive dans cette zone temps pris sur mon graphe, tel que je l'ai spécifié sur mon graphe, à ce moment-là, je sais que dans cette zone, j'ai tout pour acheter. Si le marché ne va pas la rechercher, il n'y a pas de trade. Si le marché vient chercher ma zone de prix, mais pas dans ma zone de timing, il n'y a pas de trade. Vous voyez, pour moi, un trade, c'est à la fois un prix et un timing. Okay, et ça, c'est très difficile avec les indicateurs. C'est très difficile parce que vous ne savez pas tellement comment ils vont se construire dans le futur. Vous n'en savez rien en fait. Une moyenne mobile, elle s'arrête là où les cours s'arrêtent. Elle ne se projette pas dans le futur. Donc c'est difficile de réaliser des plans intégrant du prix et du timing avec des éléments qui sont complètement dynamiques. D'accord, et pas prédictifs, puisque dépendant d'éléments dans le passé et d'éléments du présent, voilà, que vous ne connaissez pas encore. Donc, alors, euh, alors tout ça pour vous dire que effectivement la planification pour moi c'est ça, c'est proposer des idées de trading, des propositions donc de trajectoire, de rebond en fait, hein, tout simplement. Donc ce sont des stratégies qui sont contrariennes, puisque ce que je propose, ce ne sont pas des stratégies de breakout, c'est assez rare. J'en avais proposé sur le pétrole récemment, mais c'est plus dans une logique de renfort. C'est une logique contrarienne, c'est-à-dire que si le marché vient rechercher cette zone de prix, on aura l'occasion de le voir, hein, puisque là j'ai quelque chose à proposer par exemple sur l'euro, eh bien je m'attends à ce que le marché réagisse de façon contrarienne. Et si ça nous permet de nous remettre dans le sens de la tendance de fond, finalement ça ne veut pas dire qu'on trade contre-tendance. Ça veut simplement dire qu'on a attendu que le marché retrace, vienne rechercher une résistance forte, sur un timing idéal, et à ce moment-là, eh bien, on a tout pour y aller. Alors, est-ce que ça veut dire que ça marche tout le temps? Eh bien, non, on est bien d'accord.
Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça marche plus souvent que le contraire, et surtout que le money management nous donne en fait un risque-reward qui soit supérieur à 1 pour 2, 1 pour 3, voire plus. Si vous avez tout ça réuni, vous serez gagnant. D'accord? Alors maintenant, c'est ma façon de procéder, mais vous avez la vôtre. Mais retenez bien quand même, et ça je pense que c'est vraiment important, qu'un trade, c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de timing, d'accord? Ça c'est vraiment important, parce que vous pouvez être avoir raison en termes d'analyse, mais si votre timing est mauvais, eh bien le marché peut vous faire perdre confiance, vous faire sortir de votre trade, et puis finalement partir dans votre sens. D'accord? Donc c'est pas qu'une question de patience, c'est parce que le timing n'était pas bon, il peut encore retracer un peu plus bas, venir rechercher votre zone de prix, et là c'était bon. Et pourquoi c'était bon? Simplement parce que là il vient de rechercher le bas d'un canal haussier, et que un bas de canal haussier c'est du dur. Voilà. C'est pour ça qu'en termes de stratégie de trading d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de trader à l'achat des bas de canaux haussiers que de trader à la vente des hauts de canaux haussiers. Quand le marché euh, vient rechercher le haut d'un canal haussier, c'est plus le bon timing pour acheter, puisque là on est en haut d'un canal, donc on s'attend à un retracement. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il retrace pas forcément beaucoup, et il a du nouveau du champ pour aller rechercher de nouveau un nouveau haut, et donc un nouveau haut de canal. Donc c'est très compliqué. Il faut à ce moment-là descendre dans des unités de temps et trouver des canaux baissiers pour lesquels on essaiera de vendre la borne haute. D'accord? Donc vous voyez, et en disant ça, j'introduis ce que j'appelle en fait l'analyse multi-time frame. Et c'est également très important. C'est pour ça que je vous dis en introduction que bon bah là je parle beaucoup, mais c'est pas grave, tant pis, hein, c'est pas grave. On fait un petit peu de théorie de trading, c'est bien aussi. C'est pour ça que c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est dur en fait le trading, c'est que vous devez vous devez être très rigoureux dans vos analyses. Vous devez donc essayer d'incorporer dans vos stratégies de trading des éléments de timing. Ok, donc ça c'est vraiment important, et vous devez le faire dans différentes unités de temps. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'acheter un bas de canal haussier en horaire, mais si en fait en journalier et en hebdomadaire vous avez un monstre qui vous dit que non ça baisse, c'est pas votre petit canal haussier horaire qui va l'emporter sur un mouvement puissant journalier ou hebdo. Vous voyez? Donc il faut aussi faire vos graphes dans les time frames supérieurs, et puis mixer finalement les trois. Et alors évidemment, le mieux, c'est quand vous avez une unité mensuelle qui vous dit, bah là, on arrive sur un bas de canal mensuel haussier, qu'en journalier, c'est pareil, vous avez la formation d'un canal haussier qui se forme, et qu'en horaire aussi, si vous avez trois unités de temps qui convergent, eh bien, à ce moment-là, vous êtes synchro sur vos trois unités de temps. Et qu'est-ce qu'on constate souvent? Eh bien, on constate des mouvements puissants. C'est-à-dire que quand vous avez trois unités de temps qui convergent dans le même sens directionnel, eh bien, vous avez des mouvements très francs qui se mettent en place. Donc, c'est important ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même mieux de trader dans le sens de la tendance de fond, et d'attendre, quand vous êtes dans cette tendance, que des canaux se forment dans le sens de cette tendance dans des unités de temps inférieures, et là vous tradez que dans le sens de cette tendance, et du coup vous allez profiter de mouvements qui seront en amplitude beaucoup plus importants que tous les mouvements de retracement qui peuvent avoir lieu dans le sens opposé. D'accord? Alors, comme dit Fifi, trader selon le mensuel. Alors maintenant, il faut garder toute proportion. Si vous êtes des scalpers, vous tradez en 5 minutes, bon, c'est bien d'avoir des niveaux mensuels, il n'y a pas de souci, hein, mais ça ne va pas être l'élément le plus important. En général, on trade 3 unités de temps. Pour trader, pardon, il nous faut 3 unités de temps. Par exemple, si vous faites du 5 minutes trading, vous pouvez avoir du 5 minutes de l'horaire, et puis du H4 daily par exemple. Voyez, 3 unités de temps. Avec ça, vous aurez suffisamment d'informations, et même s'il y a un truc énorme en mensuel, de toute façon il va se voir au niveau de votre journalier, de votre unité journalière à un moment donné. Donc 5 minutes, donc M5, H1 et H4D1, c'est pas mal. Après, vous pouvez avoir du H1 si vous faites de l'intraday par exemple.
Donc M15H1 par exemple, première unité de temps. Vous avez après du H4 daily puis de l'hebdo par exemple. D'accord. Donc H1, D1 et weekly. C'est une autre façon de voir. D'accord. Si après vous êtes plutôt des swing traders, vous allez taper plutôt du H4 pour votre unité tactique. Donc vous êtes en H4 puis hebdo mensuel quoi. Donc H4 daily, c'est jamais évident de dire qu'une time frame c'est du H4 et pur et dur. Parfois vous avez des bougies qui sont tellement faibles en amplitude que si vous êtes en H4, ça vous fait un graphe tout granuleux, vaut mieux se mettre en daily. Vous voyez. Parfois c'est l'unité de temps, elle peut être entre deux bornes. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, bon, je vois qu'il est 35 quand même, donc je vais attaquer l'USD CHF. Et puis après, je ferai l'euro. L'euro, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Puis on reviendra aussi sur le SP, parce que le SP, je vais quand même expliquer, revenir sur l'article que j'ai publié hier. Alors, pour revenir sur l'USD CHF, l'USD CHF, vous voyez, ce genre de structure me fait penser que nous avons en fait c'est une forme de diagonale en fait, hein, ça clairement. C'est-à-dire on a eu vous savez, ça a été le flash crack hein, sur cette devise. Donc quand le palier a cédé par la BNS hein, avec les drames que vous connaissez, donc on a eu une bougie hebdo, mais en fait bon, on a eu voilà, une monnaie qui s'est dépréciée de 20-30% finalement sans cotation, ça a été horrible, un bain de sang sur les marchés. Et depuis finalement, le marché s'est bien apprécié et donc on peut compter déjà un certain nombre de vagues. Et donc c'est une diagonale en fait ça. Donc en fait on voit ici une vague 1, une vague 2, vague 3. On est en train de faire la vague 4 avec derrière ça, en toute probabilité, hein, une vague 5 à venir. D'accord. Comme que je trace comme ceci. Ok. Alors si on prend un peu de recul sur ce graphe, alors attendez parce que j'ai voilà, mon PC qui traîne un peu la patte. On doit avoir une fourchette d'Andrews ici. Bon, vous voyez en fait, bon, sur la gauche en fait, on voit pas, mais j'ai bien un point significatif. Donc en fait, on a une fourchette d'Andrews qui s'est constituée. Voilà. Et donc, les cours arrivent sur la partie basse. Donc c'est un peu brouillon. Je vais revenir en grand, ce sera plus pratique. Voilà. Donc en fait, on arrive ici sur le bas d'une fourchette d'Andrews que j'ai ajustée sur la ligne médiane. Bon, c'est somme toute subjectif. Mais on est vraiment dans une structure, bon c'est une structure un peu chevauchante. Ici on a une trendline, une oblique importante hein, qu'on a cassée. Donc cette oblique c'est une oblique de moyen terme. Donc l'oblique qui est l'oblique supérieure. Vous voyez, si je devais revenir sur la gauche, bon vraiment c'est dommage que mon PC rame comme ça. Voilà, vous voyez on a une oblique de moyen terme qui bordait les cours par le haut, et cette oblique a été franchie par le marché. Donc ça, c'est le signe que quelque chose vient de se passer donc sur cette paire de devises. Donc on a eu une cassure, et dans la foulée, vous voyez, on a cassé donc ce pic sur les 1,02. Ok. Et puis depuis, le marché donc retrace. Mais souvent, quand vous avez ce genre de choses, c'est souvent le signe d'une vague 1 en fait. C'est-à-dire qu'une vague 1 va casser finalement, va nous donner une indication que le marché est en train à en fait des aspirations pour aller dans le sens de cette vague. Puisqu'il a cassé une résistance. Et ici, il a quand même cassé une double résistance. On avait une oblique de moyen terme et on avait une résistance. D'accord ? Est-ce que ça veut dire que derrière le marché est parti comme une flèche? Non. Ben non, c'est pas toujours le cas. Mais il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme plutôt une bonne nouvelle.
puisque ça va nous permettre d'entrer, si notre vision de marché est la bonne, ça va nous permettre d'entrer finalement à un meilleur prix. D'accord? Donc on n'est pas dans une stratégie. D'ailleurs, vous voyez, si vous aviez ici acheté la rupture de cette résistance en clôture, hein, on a bien une bougie hebdo, hein, et bien derrière, là, vous n'êtes pas bien, quoi. D'accord? Donc vient toujours la problématique du timing. Bon, alors là, je ne dis pas que le timing était évident, hein, à trouver quand on était là. Il fallait attendre un petit peu de voir ce que le marché était en train de nous proposer. Mais de ce que je crois comprendre, on a bien une formation chevauchante avec des vagues plus ou moins en 3 temps. Et donc, ça ressemble donc à une diagonale en fait d'initialisation. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé les sommets. C'est une fourchette d'Andrews, hein, que j'ai utilisée en fait, puisqu'on a une fourchette d'Andrews baissière. Puisqu'ici j'ai un sommet, j'ai un creux et j'ai un sommet. Donc on peut placer la fourchette d'Andrews. Au départ, elle était comme ceci. D'accord? Et puis, vous savez que ce que je recherche, hein, quand je cherche à acheter, donc je regarde la fourchette et je vais l'aligner sur la première information que me donne le marché. La première information que m'a donné le marché, ce sont ces excès qu'on a eu en dehors de la fourchette. Donc je vais réajuster l'angle de cette fourchette. Et en rajustant l'angle sur les sommets, en le faisant parfaitement, on voit que ça coïncide avec l'oblique de moyen terme. D'accord? Donc ça la renforce en fait. Ça veut dire que le marché est en train de finalement d'osciller au travers d'un angle de marché particulier. Donc ça reste encore une fois subjectif. Mais ça vient à s'ajouter à l'information que j'avais précédemment qui me disait qu'ici j'ai le bas d'une fourchette. J'ai maintenant cette médiane potentielle et donc c'est une zone de timing, puisque là on est dans le timing, qui peut être intéressante. Bon, alors est-ce que c'est suffisant pour trader? Absolument pas. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons face à des éléments qui sont quand même pas super fiables. D'accord? Franchement. On voit quand même ici que cette oblique agit comme résistance, mais c'est pas super propre, donc il faut lui accorder un crédit somme toute limité, mais on va l'utiliser ici plus que comme niveau de résistance et de support, pardon, on va plus l'utiliser comme un élément de timing. Bon, maintenant, d'un point de vue Elliott, donc là je vous parle à la fois analyse, mais je vous parle trading quand même, hein. On a eu quand même la cassure de ce haut-là. Donc on est dans un mouvement haussier. On est en train de retracer une partie de ce mouvement. D'accord? Quand on voit ici une vague en 3 temps, vous voyez, avec un nœud majeur ici, on se dit que bon, ok, donc là c'était une vague 3, donc vague 4, on s'attend à une vague 5 haussière, et à l'issue de cette vague 5 haussière, nouveau retracement, et puis après vague 2. Ok. L'idée c'est donc d'essayer de choper le bas de la vague 4 pour trader donc cette vague 5 qui va être haussière. Okay. On a déterminé des éléments de timing qui sont qui valent ce qu'ils valent, d'accord, c'est-à-dire pas extrêmement fiables, parce que quand je regarde cette ligne médiane, je vois rien de spectaculaire en termes de réaction de marché. Au contraire, j'y vois pas grand-chose. Néanmoins, j'ai bien eu un haut de marché, un bas de marché et un haut de marché. Donc le fait de l'aligner sur les hauts, c'est quelque chose de normal. Et donc cette ligne médiane, on sait qu'elle n'est pas propre, mais elle devrait faire donc support. Après, il peut y avoir des mèches, puisqu'on sait que ce n'est pas une structure qui est très propre. Maintenant, on va essayer de travailler les niveaux de prix. D'accord? Une diagonale terminale, on a des vagues en 3 temps. Donc les vagues en 3 temps, vous voyez, ça veut dire quoi? Si je devais travailler cette structure corrective qui est ici, eh bien, on a déjà une première vague ici, donc une vague A, une vague B et une vague C. Okay. Donc là, c'est une première vague ABC. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une vague W. Donc elle va s'inscrire sur l'écran. On a une vague de retracement X. Bon, bah, je ne vais pas le mettre parce que c'est un peu long. Donc on a une vague X ici. Donc, c'est parti, donc je vais vous la mettre quand même. Donc, nous avons une vague X. Et puis, on s'attend maintenant de nouveau à une vague baissière en 3 temps. D'accord? Et cette vague baissière, alors je vais annuler ce petit panneau de contrôle. Voilà, je l'annule. Allez. Donc on a une vague X ici et dis donc, j'ai du lag sur mon PC, c'est pour ça que ça rame un peu. Voilà.
On est bon. Donc on a une autre vague X ici, donc finalement ça c'est une première vague, WX, et une vague A, B et C. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien ça veut dire que on peut essayer de mettre donc des niveaux Fibonacci. D'accord? C'est important. Donc en mettant un niveau sur la première vague AB, en général, le marché peut rechercher des niveaux 1,618 dans des combinaisons triples, dans des combinaisons doubles, donc A, B, W, X, A, B, C, donc vague Y. La première vague AB va rechercher des objectifs 1,618 et la vague WX va rechercher des niveaux 100%. D'accord? Et cette vague ABC qui est ici, eh bien, elle-même devrait rechercher des niveaux 100%. Et tous ces niveaux finalement d'expansion, vous voyez, convergent vers la zone grosso modo assez large hein, des 0,92, 0,93. D'accord? Ça correspond en termes de prix à une convergence avec notre ligne médiane et le bas de la fourchette d'Andros. D'accord? Alors, je m'attends, en conclusion, je m'attends à un rebond. Donc je m'attends à ce que l'USD-CHF continue de baisser, puisque vous voyez hein, le niveau Fibo ici, vous voyez comme il agit comme support, hein, c'est clair. Hein. Mais je pense qu'il y a encore du potentiel pour aller plus bas. De toute façon, le timing, on n'y est pas encore. On veut qu'il rejoigne la ligne médiane, on veut que le marché aille plus bas. Et là, il sera dans cette zone de cluster. Et donc, bon, je suis en hebdo, hein, donc en hebdo, on va peut-être pas faire grand-chose en hebdo. Mais si je vois une structure de retournement en H4, un double bottom, eh bien, vous avez un outil de trading pour y mettre du money management et puis viser donc une belle progression, une belle ascension donc du dollar face au franc suisse. D'accord? Donc en fait là, ici, je ne suis pas en train de dire que cette unité de temps, on a envie de la trader, d'autant plus que on est sur des éléments quand même assez subjectifs, d'accord, au niveau du timing, mais on a des niveaux de prix qui eux sont objectifs puisqu'ils sont pesés sur les mâts, sur les tops et les tops et les creux, pardon. On a un décompte Heliotis qui nous suggère qu'il nous manque une vague haussière. On a des niveaux de prix à notre disposition. On aura des stops alors dans l'unité hebdo qui sont assez bas, mais l'idée c'est de travailler cette zone pour choper, essayer de trouver une structure de retournement. Et si elle arrive, cette structure de retournement, eh bien ma foi, ça veut dire que vous l'avez expliqué. Et ça c'est important. Quand vous avez une structure en double bottom, en triple bottom, enfin vous voyez des structures chartistes de retournement, vous avez un travail à faire. Votre travail, c'est de monter en unité de temps et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez une formation en double bottom qui apparaît sur une zone. Parce qu'il y a forcément quelque chose dans cette zone. Donc si vous n'avez pas trouvé pourquoi il y a une structure en double bottom qui se forme, c'est que vous ne pouvez pas le trader. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si une structure chartiste de retournement apparaît, il faut pouvoir l'expliquer. Et vous devez l'expliquer dans le time frame supérieur. Vous devez trouver des éléments graphiques. Donc là, il y a quand même plus propre que ça j'en conviens. Hein. Mais vous devez trouver des éléments graphiques, je ne sais pas, une oblique de moyen terme. Ça peut être un support mensuel qui passe dans le coin. Vous voyez, des éléments d'unité de temps qui viennent d'une unité de temps supérieure qui nous disent que bah oui, là, il y a quelque chose d'assez fort et qui donc explique de facto une formation en double bottom. C'est important parce que si jamais c'est pas le cas, eh bien ça peut être en fait un faux double bottom qui va vous donner en fait un objectif qui ne sera pas du tout celui théorique que vous connaissez d'un point de vue chartiste, et puis finalement ça va être un trade perdant. Alors que si il est expliqué par le fait que oui, j'ai un gros support, j'ai un croisement de support, j'ai un bas de canal haussier qui passe là, eh bien vous avez toutes les chances d'atteindre votre objectif théorique de structure de double bottom, et voire même davantage. C'est-à-dire que votre double bottom va vous servir ce que j'appelle moi un détonateur, c'est-à-dire en fait une structure qui va permettre au marché de développer une impulsion, c'est-à-dire que là il y a un price action clair qui se dégage, vous prenez des bénéfices sur l'objectif technique du double bottom, du coup vous êtes risque free, c'est-à-dire que vous avez financé votre stop, et là vous jouez l'unité de temps du dessus, c'est-à-dire que vous jouez finalement un objectif très ambitieux. Et là vous allez dégager du risque reward. D'accord? Voilà. Alors, question de la part de visiteurs, et après je vous parle de l'USD-CHF,
c'est pas tellement l'USD-CHF qui m'intéressait, mais trader l'USD-CHF ou analyser l'USD-CHF, c'est aussi analyser l'euro-USD. Donc on va parler de... Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils sont inversement corrélés. Donc si on se dit que l'USD-CHF arrive sur une zone de rebond, il arrive bientôt sur une zone de rebond, par effet miroir, on devrait avoir la même chose sur l'euro-USD. C'est-à-dire que l'euro-USD est en train de s'apprécier, et bien ça veut dire que lui, il devrait bientôt arriver sur une zone de résistance et refluer. D'accord? C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les deux de concert, c'est parce qu'ils doivent vous donner une information en fait convergente. Voilà. D'accord? Alors évidemment, l'USD-CHF est inversement corrélé, donc une information inversement corrélante. Mais c'est important. Alors on va y venir hein, sur l'euro-USD. Question de la part de visiteurs. Quand une vague 5 est terminée, le prochain cycle est obligatoirement une série ABC où on peut de nouveau avoir des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Non, en fait, quand une vague 5 est terminée, tu as toujours un retracement, derrière. Toujours un retracement. Donc après, ta vague 5 ne peut être que le sommet d'une vague 1 de cycle supérieur. Donc tu vas avoir un retracement en ABC qui va te donner une vague 2. Et puis c'est reparti pour une vague 3, 4, 5. Ou qui pouvait être simplement, elle, le fruit d'un retracement. C'est-à-dire que c'était la vague 5 d'une vague A. D'accord? Donc en général, c'est le cycle supérieur qui te donnera l'information. Mais après une vague en 5 temps, tu ne peux pas avoir de nouveau une vague en 5 temps. Ça, c'est pas possible. C'est toujours un retracement en ABC. Sauf que ce retracement en ABC, et c'est pour ça que ta question elle n'est pas si simple à répondre, tu vas avoir un retracement en ABC, mais ta vague A est une vague en 5 temps. Donc après une vague 5, oui, tu vas avoir une vague en 5 temps, mais c'est une vague A. Voilà. Et si ta vague 5, c'était la 5 d'une 5, et ben, tu vas avoir une vague A très puissante, donc très grande, qui va exploser en amplitude ta dernière sous-vague 5. Donc c'est du 1, 2, 3, 4, 5 profond, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut, La réponse se trouve dans le décryptage de ta vague 5. C'est une vague 5 de vague 3, c'est une vague 5 de vague 5, tu vois. Et ça te permet mieux de savoir finalement après derrière quel type d'amplitude tu peux t'attendre en termes de retracement. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. On va aller sur l'euro USD puisque c'est quand même quelque chose que vous tradez, j'imagine, beaucoup plus que l'USD CHF. Alors je vous demande une petite seconde. Alors l'euro USD, je vais vous le chercher. Après il y a le Bund qui était arrivé sur une zone intéressante. On va y venir. Alors, je vais vous afficher l'euro. Voilà, je vous le mets là. Je vous mets sur cet écran. Hop. Alors, l'euro, il est intéressant. Donc, moi, je pense que depuis qu'il a cassé ce sommet, évidemment, on est bullish sur l'euro USD. Et tant que l'euro sera bullish, ça ne sera pas évident pour les indices européens. D'accord? Donc la vérité n'est pas ailleurs, elle est sur le graphe NWOM, oui, tout à fait. De toute façon, la vraie question qu'il faut se poser entre analyse graphique et analyse fondamentale, c'est que vous n'êtes pas armé en fait pour analyser le fondamental, d'accord? Sauf si vous avez fait des études en finance, etc. Donc vous avez un cursus étudiant très profond sur les finances de marché, vous pourrez être à même effectivement d'analyser, mais c'est pas souvent le cas. D'accord. Donc c'est bien d'avoir ce genre d'informations parce que bon, quand les analystes économiques sont quand même là pour nous éclairer. On est bien d'accord, mais bon, en général, quand une information devient trop évidente et que tout le monde la connaît, elle vaut plus grand chose. D'accord. Donc c'est intéressant de l'avoir comme pour explication, culture générale. Ça nous permettra de mieux finalement nous aider après si on se retrouve dans des situations un peu équivalentes, mais bon, c'est pas évident pour nous
d'exploiter ce genre de choses. Pourquoi à un moment donné les indices sont corrélés au pétrole, pourquoi après ça ne l'est plus, pourquoi les indices sont corrélés à l'USD Yen, pourquoi ça ne l'est pas en ce moment. Aller chercher les raisons fondamentales à ça, moi ça m'échappe complètement. Il y en a certainement des raisons, mais on n'est pas armé pour pouvoir vraiment répondre à ça. D'accord. Et souvent, effectivement, alors c'est pas le cas des analyses FXM et d'une manière générale des analystes que je connais, mais parfois j'entends de temps en temps dire que oui, là on a eu une dépréciation parce qu'il y a eu un événement qui vient de se passer. Et puis le même événement va se passer un peu après et il ne va pas avoir les mêmes effets sur les cours. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne suis pas vraiment compétent, je laisse ça en fait à ceux qui savent faire et je m'attache en fait au graphe. Et le graphe nous apporte suffisamment d'informations pour nous permettre de trader, donc c'est bien comme ça. Par contre, je m'informe sur le fondamental pour des raisons de culture générale, ça m'intéresse et je peux expliquer des choses, d'accord, mais je ne l'utilise pas pour trader. Voilà, je veux vraiment être clair là-dessus. Alors, l'euro USD, on a une belle fourchette d'Andrews. Ok. Cette fourchette d'Andrews va attirer les prix vers sa ligne médiane. Bon, en plus, la ligne médiane, elle est belle. D'accord. Donc, le marché ne l'a pas atteint. Donc, pour moi, le marché doit aller rechercher cette ligne médiane. Donc, il y a du potentiel à la hausse. Comme on a pu le voir sur l'USD-CHF, il y a encore du potentiel à la baisse. Eh bien, il y a du potentiel à la hausse sur l'euro USD. Ok. Moi, ce que je veux voir, donc ça, c'est un timing un peu dynamique. L'idée, c'est de croiser un axe temps-prix avec un axe de prix clair et ferme. D'accord. Et ça nous donnera donc en fait une zone stratégique temps-prix avec une action claire. Voilà. Et pour moi, si le marché vient rechercher donc la zone des 1,17, je pense que là, le seul plan qui vaudra, ça sera de rechercher une vente, d'accord, en se disant que finalement, notre triangle, c'était celui-là. Et en plus, je le trouve vraiment équilibré pour le coup. Vous voyez, si je devais le projeter encore un peu vers l'avant, on aurait, en termes d'angle, un angle supérieur et inférieur qui nous donnerait un beau triangle symétrique. D'accord. Alors vous allez me dire, pour l'instant, ce triangle est une conception, il n'existe pas encore. Vous avez raison. Mais, mais alors pourquoi je trace cette oblique comme ça, vous allez me dire? Simplement parce que cette oblique correspond à quelque chose. Cette oblique, c'est le fruit d'un canal de régression. Vous voyez, si je devais, hop, on le voit apparaître plus nettement. Donc on a les sommets qui sont ici, et donc ça, c'est la ligne médiane. D'accord. Donc on a un angle de marché ici. Donc cet angle, s'il devait être donc respecté par le marché, nous donnerait un très beau triangle symétrique. Or, je pense depuis le début que le marché est en train de potentiellement former une structure chartiste en triangle, parce que j'ai des vagues qui sont tellement chevauchantes, qui sont en 3 temps. C'est le signe très souvent d'un triangle. Vous voyez, vous avez ici une vague A, B et C. Et puis vous avez de nouveau une vague A, B et C. D'accord. Et là, on est encore en train de faire des vagues en triangle, alors, qui se décomposent elles-mêmes. Mais quand vous avez du 3-3-3, eh bien, ça commence à s'approcher d'une structure de triangle héliotiste. Dans les triangles, on s'attend à 5 vagues à l'intérieur du triangle, chacune en 3 temps. C'est vraiment une spécificité du triangle. Il n'y a que dans le triangle qu'on voit ça. D'accord. Et pour l'instant, on a une première vague A, une vague B qui s'est faite en 3 temps. Et là, si jamais le marché vient à buter sur ce point qui est ici, eh bien, on aura A, B et C tout en 3 temps. Eh bien, il y a de fortes chances que ça donne, de plus en plus de chances que ça donne un triangle. Mais en fait, pour nous, que ça forme un triangle ou pas, j'ai envie de dire, le seul truc qui est important, c'est que on serait en haut de triangle ici. D'accord. Qu'après il y rebondisse ici pour de nouveau continuer sa contraction, peu importe. Il est plus censé battre ce point-là. D'accord. Si on a bien un top de marché. Donc ce point-là, il est intéressant à travailler. Ok. C'est le point des 1,16, 1,17. Alors pourquoi moi je pense qu'il est intéressant? Parce que j'ai pesé sur ce point des niveaux d'expansion. Alors,
voyez, on a une vague A, B, C, donc une vague W, et puis une vague X. Donc j'ai mis naturellement une expansion, puisqu'on sait que les vagues A sont souvent égales aux vagues C en amplitude. Donc les vagues W sont souvent égales aux vagues Y, W, X et Y, donc C d'ordre supérieur en amplitude. Et donc une expansion 100% donnerait un niveau de prix, vous voyez, des 1,1672. Donc on a ici une information de prix qui nous dirait que cette vague-là, de toute façon, va trouver ici une pression vendeuse. Quand vous avez des expansions 100%, le marché réagit toujours, vous avez toujours une mèche qui apparaît. D'accord ? Donc il y a, ça veut dire, des prises de bénéfices à minima, et si on a raison dans notre analyse, eh bien, l'apparition carrément pour le coup de vendeurs. D'accord ? Et donc un mouvement d'impulsion baissier. Et puis, si mon analyse est bonne, on devrait également ici avoir une sous-vague en 3 temps. Donc on a une première vague A, vague B, donc je pose une expansion. Et les 100% me donnent le niveau de prix des 1,1661. Donc j'ai une vague WX qui me donnerait 1,1672 et une vague ABC, les deux qui convergent en cluster sur les 1,17. D'accord ? Ça correspond également à la ligne médiane d'un canal de régression. Ma foi, et en plus, la ligne médiane donc, qui va agir en résistance dynamique de notre fourchette d'Androse. Donc je m'attends ici clairement au moins à ça. D'accord ? C'est-à-dire un retracement du marché qui viendrait retester le premier niveau de support, c'est-à-dire les 1,1350. On n'a pas besoin de plus. D'accord ? On n'a pas besoin de plus. Parce que si le marché fait bien ça, nous, on sera entré quelque part là-dedans. D'accord ? Donc là, je suis en journalier. Ça veut dire qu'en horaire, vous pouvez vous positionner en horaire, en intraday, et puis attendre une structure de retournement. D'accord ? Cette structure de retournement va pas avoir tout ça en amplitude, elle va avoir peut-être cette taille-là en amplitude. D'accord ? Et donc, vous allez eh bien, trader la rupture de la ligne de coût de cette structure de retournement. Si elle n'a pas lieu, vous ne faites rien. D'accord ? Il faut quand même attendre une confirmation de la part du marché que cette zone est bien vue. D'accord ? Donc, une structure de retournement, un price action, ça peut être un rami baissier, ça peut être une avalante baissière. Vous voyez, enfin, tous les outils techniques qui vous indiquent qu'un retournement, une action des prix baissière est en cours. D'accord ? Du coup, vous tradez ça, et puis vous pouvez très bien avoir une première une ligne de profit qui va vous permettre de financer votre stop sur ce support qui est un support important. D'accord ? Puisque c'est un support chartiste en plus d'un niveau Fibonacci. Donc si j'ai tort dans l'analyse, le marché peut aller là, venir ici, puis après repartir là-haut. D'accord ? Et du coup, on serait plutôt dans on serait plus dans un triangle, mais ce serait en fait un zigzag ABC. C'est pas impossible. D'accord ? Mais factuellement, ici, j'ai un vrai niveau de résistance. Vous voyez, en plus, c'est une résistance chartiste. Hein, on a un spike ici. Donc là, j'ai combien d'éléments ? J'ai cette résistance chartiste, premier élément, cette expansion, deuxième élément, cette expansion, troisième élément, j'ai la ligne médiane, quatrième élément, et j'ai également ma médiane de canal de régression, j'ai 5 éléments. J'ai 5 éléments qui me disent qu'ici, j'ai une résistance. J'ai 5 éléments qui vont en confluence. Bon, on va pas non plus y aller parce qu'on est quand même haussier, on va pas forcément y aller direct parce que le stop, je ne sais pas où le mettre. D'accord ? Vous mettriez votre stop ou de façon arbitraire au-dessus des 1,1820, c'est-à-dire le niveau de retracement 38,2 depuis le 1,40. C'est une façon de faire, mais bon, en fait, c'est pas évident, quoi. On va attendre que le marché réagisse sur cette zone, donc une structure de retournement. Et puis, on va trader cette structure de retournement, prendre des bénéfices pour nous mettre stop 0 rapidement. Et puis le reste, on le laisse traîner. Ici, on peut avoir une deuxième ligne de profit. Donc là, vous voyez déjà le risque reward qu'on aurait développé, d'accord, sur votre solde de votre trade. Et puis après, on joue des plus bas sur l'euro. Donc tout le reste, après, on n'y touche plus. Notre stop ne devrait jamais être revu. D'accord ? Si on a bien un triangle, de toute façon, on devrait casser comme ça. Et puis après, le marché devrait retracer pour aller rechercher la bande du triangle. Si c'est le cas, eh bien ça veut dire que là, il va y avoir de nouveau un gros problème. C'est-à-dire que, vous voyez, soit on y va maintenant, en étant très prudent, soit on attend qu'il fait ça, et là, il ne faudrait pas louper cette zone qui est ici, qui serait vraiment une belle zone, puisque là, on aurait donc vraiment une certitude qu'on est bien dans une formation en triangle, parce qu'on aura eu 1, 2, 3, 4 vagues.
d'accord, et on est en train de faire la vague E, la dernière, on est en pullback de cette fourchette qu'on a cassée par le bas, on se retrouve sur notre ligne médiane, on se retrouve sur des niveaux de résistance, notre stop il est là maintenant, c'est le haut du point C, et puis ben, on vise cette fois-ci cassure et retour vers le bas du canal pour l'euro USD. D'accord? C'est une autre façon de faire. Voilà, bon bah écoutez, j'ai beaucoup parlé. Bon bah j'aurais pas présenté grand chose en termes de points marché, mais écoutez, c'est la magie du direct. Les questions que vous m'avez posées m'ont entraîné en fait à vous réexpliquer des éléments en fait théoriques en introduction et revenir sur des stratégies de trading basées sur des niveaux de prix et du timing. C'est pas plus mal. Je vais juste finir avec quand même le SP. Le SP, puis bah, du coup je reviendrai sur le GBP. La semaine prochaine je serai très dans le point marché, d'accord. Et puis je ne ferai pas de... Alors j'ai un autre graphe un peu plus joli que ça, je l'espère. Voilà. Donc vous voyez ici, double bottom. Vous voyez ce double bottom qui est là. Si je devais mettre une vue journée, on retrouve notre double bottom. Vous voyez, et là, bon, sur l'article que j'ai rédigé, vous avez tous les niveaux, vous avez toutes les fourchettes. Mais vous voyez ici, quand vous tracez une fourchette d'Andrews, donc en prenant le sommet, hein, le sommet et le bas, vous alignez votre fourchette sur le haut. Donc vous voyez, on a eu des excès, hein, donc il faut réaligner la fourchette pour tenir compte de la réalité du marché. Et en réalignant la fourchette sur le haut, on comprend mieux pourquoi, vous voyez, je l'ai aligné très précisément, on comprend mieux pourquoi on a eu une constitution d'un double bottom, en fait. D'accord? Simplement parce qu'on était en bas, finalement, d'une structure de drapeau potentiel. D'accord? Et c'est ce que le marché a fait. Et vous voyez, le marché a été rechercher la partie haute. Donc ici, on est en résistance, hein. Ça, c'est une résistance, hein, sur le SP, hein. Rien ne nous dit qu'ici, on va tout casser, qu'on va tout casser, hein. Au contraire, quand on regarde ce double bottom, on voit qu'on a atteint les 200% très précisément. Donc ici, ce qui peut se passer, c'est que le marché peut retracer, aller rechercher en fait, alors idéalement, hein, aller rechercher les 1980. Idéalement, je n'ai pas de boule de cristal, donc oui, Discalex, je vais répondre à ta question, je vais la retrouver. Idéalement, si le marché pouvait les rechercher cette zone, vous voyez pourquoi je vous parle, c'est pas qu'une zone de prix là, hein. Je vous parle des 1980, mais je vous dis pas là. Là, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ce soit là, ici. Pourquoi? Parce que nous aurions un bas de canal haussier. Vous voyez, donc élément de timing. Nous aurions ici, vous voyez, cette fourchette d'Andrews, hein, c'est toujours la même technique. Je l'ajuste sur les plus hauts, je regarde les contacts sur la ligne médiane. Vous voyez, les contacts, on a des mèches partout sur la ligne médiane. On voit qu'elle agit comme support. Donc on peut s'attendre déjà ici à ce que le marché aille rechercher la ligne médiane. D'accord? En premier objectif. Et si jamais donc les 2020 peuvent de nouveau faire réagir les cours, et si c'est le cas, bon, bah, on a une indication du marché que le drapeau est terminé, hein, tout simplement, hein, qu'il va peut-être aller dans la foulée et rechercher des plus hauts historiques. Rien ne nous permet de dire le contraire. Mais moi je préférais ici que le marché retrace plus profondément, aille rechercher les 1960, les 1980 finalement, pour faire une belle vague A, ou enfin 1 et 2. Et là, du coup, ici, le seul plan pour moi, c'est vraiment rechercher des achats avec espoir que le marché maintenant développe une nouvelle impulsion haussière. En tout cas, ici, on pourrait s'attendre à une réaction haussière avec un retour sur la ligne médiane. D'accord? Par action-réaction. Vous savez que c'est un principe clé des marchés financiers. Et donc là, par action-réaction, objectif ligne médiane, et là, point d'arbitrage. En plus, un point d'arbitrage décisif, puisque ce serait de nouveau un retour sur le drapeau. Pourquoi décisif? Parce que soit il le casse, et à ce moment-là, on peut s'attendre vraiment à des plus hauts historiques, soit il échoue, et du coup, constitution d'un double top. D'accord? Et qui dit double top nous donnerait des objectifs retour ligne médiane, par action-réaction. D'accord? C'est peut-être, ça serait une logique possible. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que vous voyez, vous avez un canal, il atteint le haut du canal. Par action-réaction, le marché peut aller rechercher l'axe médian des prix, avec une bonne probabilité. D'accord? Mais ici, également, par action-réaction, il peut aller rechercher la ligne médiane. Donc on aurait une vague A,
B et C, une vague qui aurait retracé à ce moment-là, combien? Il aurait retracé, eh bien 61,8%. Vous voyez, le niveau 61,8%, il est là, je vais vous le montrer, il n'est pas très clair. Là, j'ai mis tous mes niveaux Fibo qui s'entremêlent, évidemment. Mais vous voyez, les 61,8 sont là. Donc, on aurait retracé 61%, 62% de toute cette vague haussière. Bah, ma foi, il serait mûr pour repartir. Hein. D'accord? Donc, c'est le genre vous voyez, là, on est dans la planification. Moi, je ne sais pas dire si le marché va suivre cette trajectoire. Mais elle a sa logique. Elle a sa logique en termes de principe d'action-réaction décrit par Bobson et Andrews. Ok. Donc là, ça veut dire qu'ici, pour moi, c'est une recherche d'achat. Ça veut dire qu'ici, quand on est là, si vous êtes acheteur ici, et bien là, vous avez une prise de bénéfice et vous laissez courir le reste. Si vous n'étiez pas dans le marché, le seul plan ici, c'est pas d'acheter, c'est de vendre. D'accord? C'est pour ça qu'à l'achat, ici, je prends des bénéfices. Prendre des bénéfices, ça veut dire solder une partie de sa position acheteuse. Donc, c'est vendre. Vendre une partie de sa position. D'accord? Le seul plan qui va ici, c'est vendre. OK? Et si vous vendez, vous avez un stop là et vous cherchez ça. Le seul plan qui est ici, si vous étiez vendeur, c'est de prendre des bénéfices. On arrive sur une zone de support, on arrive sur la ligne médiane. Si notre décompte est bon, là, on peut réexploser vers le haut. Donc le seul plan serait de rechercher un achat. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter sec, parce qu'ici on est quand même, c'est quand même pas évident, c'est une oblique baissière, hein, c'est pas évident. On recherchera une structure de retournement, on la tradera, on prendra des bénéfices sur l'objectif de cette structure de retournement, et puis le reste, on le laisse traîner. On peut reprendre ici une zone de TP, et le reste, on espère que ça va casser par le haut. Voyez, et là, on fait converger une analyse avec du money management et donc et des stops, des objectifs et donc une analyse qui se transforme en trade. Vous voyez, il y a donc bien toute une série d'étapes clés qu'il faut faire pour qu'à la fin vous arriviez à une décision de trading. Et moi c'est ma façon de procéder, donc je me mets en mode attente tant que mes zones ne sont pas atteintes, et si mes zones sont atteintes, je sais quoi faire. Voilà, ça ne veut pas dire que ça sera simple, parce qu'il faut encore avoir des stops, j'ai envie de dire, logiques. Et voyez ici, par exemple, si le marché vient là, votre stop, il est où? Vous n'avez pas de stop ici. Hein. Le stop logique, là, vous avez un support. Donc, il faudrait mettre le stop en dessous du support. Ma foi, si vous visez un TP ici, que vous avez un stop là, c'est pas un trade. Hein. Ça vous ne fait même pas du 1 pour 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, cette unité journalière, devient votre unité stratégique. C'est-à-dire que stratégiquement parlant, vous cherchez un achat. Mais tactiquement, vous devez descendre dans une unité de temps sous-jacente, donc l'horaire, et chercher un double bottom dans la zone. Chercher un range. Chercher quelque chose qui nous dit que là, le marché est en train d'effectivement de consolider, d'accumuler de l'énergie, et par contre, là, la seule direction que vous aurez envie de trader, c'est une cassure du range par le haut. Vous voyez, dans ce genre de situation, vous pouvez avoir un range qui se forme, et puis le marché va faire un fade, va casser le range par le bas en ouverture, en open market par exemple 9h ou 14h30 open US, va faire une phase cassure par le bas, puis après va casser le range par le haut. Bon bah si vous avez ce genre de choses qui arrivent, c'est du pain béni parce que vous avez un stop qui est évident, c'est stop en dessous de la mèche qui est du bas du range, et puis, vous achetez la rupture avec un TP qui est à la haut, et vous voyez ici vous avez déjà quasiment du 1 pour 3, même peut-être même du 1 pour 4. D'accord? Voilà comment on peut procéder, c'est une approche, vous en avez d'autres, mais cette approche, elle est logique et elle va dans le bon sens, puisqu'elle vous permet de trader de façon rationnelle, avec des éléments factuels et objectifs, et une façon de procéder qui est tout le temps la même, d'accord? Qui est tout le temps la même, qui ne subit pas d'exception, et qui tient en compte différentes unités de temps. Alors, est-ce que c'est simple? Non, ce n'est pas simple. Mais c'est pour ça que je vous dis que le trading, c'est compliqué. Mais à vous d'arriver à justement à établir des zones simples qui vont vous permettre d'avoir confiance dans votre trading. Voilà. L'analyse dynamique, c'est le découpage des UT supérieures par les UT inférieures. En fait, l'analyse... Alors, d'abord, je vais répondre à Discalex, et puis après, je vais arrêter le point marché.
Alors, Disconnect, oh là, tu m'avais envoyé des graphes, je vais je peux le publier, mais je ne sais pas comment ça va rendre. Euh, donc, que pensez-vous de cette application des fourchettes d'Andrews sur... je peux essayer d'agrandir un peu. Euh, bon, non, en fait, tu n'as pas pris les points objectifs pour ta fourchette d'Andrews sur l'Eurocad. Il faut vraiment prendre des points significatifs, donc des sommets et des creux. Donc pour le coup, on n'y est pas tout à fait, mais bon, c'est pas loin. Bon après, je peux malheureusement pas répondre dans le détail à ce genre de questions parce que j'ai pas le temps. Si après vous commencez à m'envoyer tous vos graphes, je peux pas m'en sortir quoi. D'accord. Néanmoins, rappelle-toi que des fourchettes d'Andrews prennent toujours des points significatifs, donc des tops et des bottoms, des tops et des bottoms. Voilà, bah écoutez, je vois plus vos commentaires, du coup en ayant affiché ça en grand, peut-être que je peux revenir en arrière. Non, je peux pas revenir en arrière. Donc je vois plus vos commentaires. Bon, de toute façon, le point marché est terminé, j'ai largement débordé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Je vais publier un article aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain pour mon prochain article. Et surtout à mercredi prochain pour le prochain webinaire qui sera donc vraiment beaucoup plus détaillé. Je vais parcourir tous les actifs. Voilà, faites attention à votre trading, soyez précautionneux et je vous dis à très bientôt.